Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette interview organisée par la Cité des Géométries dans le cadre de Meet & Code, auquel nous participons depuis quelques années. Depuis 2 ans, avec la crise sanitaire, cet événement est uniquement en ligne. C'est pourquoi vous pourrez retrouver cette interview sur notre chaîne YouTube dans quelques jours. Nous sommes heureux d'accueillir Valentine Pernaut, étudiante en informatique, qui va nous parler de son parcours un peu atypique au vu du nombre de filles dans ces filières un peu masculines, on va dire. Cet événement fait partie des différentes actions que la Cité des Géométries met en place depuis quelques années autour de filles et maths, dont on a pas mal d'événements. Bonjour Valentine, pourrais-tu nous présenter un peu ton parcours, qui tu es, ce que tu fais? Je m'appelle Valentine Pernaut, j'ai 23 ans et je suis donc en licence professionnelle CDIZ, donc sécurité informatique. J'ai un professeur, Monsieur Fabrice Messager, qui m'a approché au début de l'année en me proposant de participer à cet événement de Meet & Code pour promouvoir en fait les filles dans l'informatique et notamment dans la cybersécurité. Et donc j'ai accepté sans souci pour pouvoir inciter les filles, les jeunes filles notamment à aller dans cette filière parce qu'effectivement il y en a vraiment très très peu. Je suis actuellement la seule dans ma licence. Et tout au long de mon parcours, on était très peu de filles. Donc ce serait bien d'encourager les jeunes filles à s'orienter dans ces métiers-là qui sont très attractifs. Je suis en licence professionnelle CDIZ, j'ai fait un BTS et une autre licence avant. Je pense qu'on en reparlera de mon parcours. Je vais peut-être pas me lancer maintenant dedans, mais voilà, j'ai un parcours peut-être un peu atypique dont il serait peut-être intéressant de parler. Voilà. Bah justement, afin de mieux vous connaître, aujourd'hui nous allons accueillir des collégiennes qui vont faire le rôle du petit journaliste d'un jour. Merci. Merci. Bonjour Valentine, je m'appelle Manon et je vais vous poser quelques questions. Que signifie CDIZ? La CDIZ, ça signifie cyberdéfense anti-intrusion des systèmes d'information. Merci. Qu'est-ce qu'on apprend en CDIZ? On apprend en fait à défendre les systèmes d'information donc dans les entreprises ou dans les administrations en apprenant comment on les attaque en fait pour pouvoir apprendre les parades par la suite. Combien d'années d'études représente la licence CDIZ? Alors la licence CDIZ, c'est après un bac+2, c'est pendant 1 an. Quels sont les métiers que l'on peut exercer avec une licence CDIZ? Alors, après un bac+3, donc c'est une licence professionnelle, ça dirige relativement vers le monde de l'emploi normalement. Il y a possibilité d'être administrateur réseau dans une entreprise. Après, voilà, il y a possibilité après d'évoluer au niveau professionnel après avoir fait quelques années de gestion de réseau informatique. Il y a possibilité d'évoluer dans le pen test, qui est donc tester la sécurité d'un système. Éventuellement la gestion de projets informatiques par la suite. Voilà, il y a énormément de métiers dans ce domaine. Voilà. Qu'est-ce qu'un hacker? Un hacker, c'est une personne qui cherche à récupérer des informations dans un système. Donc avec les méthodes, toutes les méthodes possibles et imaginables en fait. Ça peut passer par à la fois de la technique, mais ça passe aussi beaucoup par l'humain en fait, le social. Et donc il y a des techniques qui s'appellent le social engineering, donc l'ingénierie sociale en français, qui consiste à manipuler entre guillemets une personne pour qu'elle nous donne les informations qu'on souhaite en fait. Par exemple, appeler quelqu'un, lui dire j'ai besoin, voilà, je suis technicien, j'ai besoin d'informations sur votre réseau internet, est-ce que vous pouvez me donner votre login, votre mot de passe, et puis voilà, et si on le donne, après, on a des ennuis, quoi. Voilà, c'est ça le social engineering. Et après, il y a des techniques qui sont plus de l'ordre du code, etc., avec des outils spécialisés.
et là, par contre, on entre vraiment voilà, dans la technique pure et qui requiert pas forcément énormément de connaissances, mais si on veut faire quelque chose de poussé, oui, il faut se former. Il faut se former à ça et voilà. Comment avez-vous découvert cette licence? Alors, j'ai découvert la licence via une personne qui était il y a quelques années. J'en ai entendu parler du coup de bouche à oreille. Et après, je me suis informée sur la licence, j'ai regardé où est-ce que c'était, qu'est-ce qu'ils faisaient exactement, comment ils recrutaient, qu'est-ce que je devais faire avant pour pouvoir intégrer cette licence. Et voilà, j'ai fait mon parcours après en fonction de ça. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir à travailler dans ce domaine? J'ai toujours aimé l'informatique et quand je voyais les informations, par exemple, d'une entreprise qui s'était fait attaquer, par exemple, je trouvais ça très intéressant. Voilà, depuis des années, je trouvais ça vraiment passionnant de regarder comment ils ont fait, pourquoi ils ont fait ça, voilà, comment techniquement ils l'ont fait, avoir des détails techniques. Et je me suis dit, pourquoi pas se lancer là-dedans? C'était pas la filière dans laquelle je voulais être à la base. Moi, il y a des années, j'étais pas du tout dans cette filière-là, j'étais plutôt dans l'équitation, tout ce qui est cheval, etc. Ça n'a rien à voir. Et puis au final, je me suis dit, je vais garder ça en passion à côté et faire de l'informatique mon métier. Enfin, de la sécurité informatique mon métier. Et au final, ça m'intéresse beaucoup et je veux faire carrière dans cette filière-là. Existe-t-il d'autres diplômes du même type que celle de CDISY? Alors oui, il en existe un que je connais et pour lequel je m'étais renseignée aussi il y a quelques années, mais qui était un petit peu trop loin géographiquement. Parce que actuellement, je viens du Nord-Est et c'était en Bretagne, une licence, une école très connue qui est l'ENSIB, qui fait aussi une formation de cybersécurité, de défense, qui apprend la défense en informatique et qui est aussi très connue. Peut-on continuer les études après la licence CDISY? Oui, tout à fait, et c'est bien d'ailleurs de continuer en master, tout simplement. Il existe des masters qui sont possibles après une licence professionnelle, même si c'est une licence professionnelle, c'est possible après de faire un master et de continuer. Il y a énormément. Il y a des masters qui sont plus généraux, qui font énormément de mathématiques, etc. Et puis il y a des masters un peu plus spécialisés. Il y en a un de CDISY d'ailleurs, qui est possible après. Et puis il y en a d'autres qui se trouvent sur Lille, sur Paris, etc. où éventuellement on peut continuer. Après, ce ne sera pas forcément spécialisé vraiment en sécurité informatique, cela. Ce sera plus des masters généraux avec beaucoup de mathématiques, de la gestion de projet, etc. Voilà. Mais c'est possible, oui. Comment se déroulent les cours en CDISY et quelles sont les matières organisées? Alors les cours, en fait, on a des personnes qui sont du coup de l'université, des professeurs de l'université qui ont leurs cours habituels et on a des intervenants professionnels qui viennent en fait donner des cours qui ont choisi en parallèle de leur activité professionnelle, de donner des cours sur une période. En fait, ça se déroule par période. C'est pas des cours fixes. Le lundi à 8h, c'est telle chose, etc. Ça change selon des modules en fait de cours. On a tant d'heures imaginons 30 heures sur un module, et après on passe à un autre, etc. Voilà. C'est beaucoup une organisation comme ça, avec des intervenants extérieurs professionnels. Et c'est ça qui est très bien au niveau de cette licence qui est justement professionnelle, c'est qu'on a des personnes qui viennent du monde du travail et qui, du coup, nous montrent la réalité. Et non pas des cours juste théoriques. On a des exemples concrets, on a aussi un bon contact avec ces personnes-là, un contact professionnel. Et c'est vraiment intéressant, c'est ça qui est bien aussi dans la licence. Quel type d'enseignants peut-on rencontrer en CDISY? Des enseignants du coup typiques entre guillemets qui font leurs cours et puis des professionnels qui nous font des modules spécifiques qui ont leur partie à eux, qui nous enseignent ce qu'ils savent et puis voilà, c'est comme ça que ça marche.
Y a-t-il des stages pour les étudiants en CDSI? Alors, non, parce qu'en fait, là, on est en alternance. Donc, on est à moitié en entreprise et à moitié en cours. Un peu plus d'entreprise que de cours, d'ailleurs. Donc, du coup, on n'a pas de stage. On est constamment, en fait, toute l'année en entreprise avec des périodes. Et voilà, il y a uniquement de l'alternance pour cette licence. Donc oui, il faut trouver une entreprise qui accepte de nous accueillir et qui est aussi, surtout, qui soit pertinente dans le cadre de la licence. On ne peut pas prendre n'importe quoi, il faut que ce soit approuvé. Il faut une entreprise qui a un système informatique relativement étendu et puis qui ait des projets à donner en fait à l'alternant pour pouvoir après exploiter ça dans le cadre de notre licence. Mettre à profit les connaissances qu'on apprend en licence dans l'entreprise et puis évoluer comme ça en fait. Apprendre vraiment sur le terrain plutôt que de la théorie en cours. Voilà. Et c'est très très bien. Merci de m'avoir répondu à mes questions et je vais laisser place à Merci. Anaïs. Bonjour Valentine, Bonjour. je m'appelle Anaïs et je vais vous poser quelques questions. Les étudiants qui obtiennent leur licence CDSI trouvent-ils facilement du travail? Je n'ai aucune idée en fait, mais honnêtement, vu le contexte actuellement au niveau sécurité informatique, les recrutements se font beaucoup. En fait, c'est un secteur qui recrute énormément. Et encore plus en ce moment, il y a énormément d'attaques. C'est un secteur qui est amené à s'étendre énormément. L'État français a annoncé le recrutement aussi de plusieurs milliers de spécialistes en cybersécurité. Voilà, honnêtement, au niveau des débouchés, il n'y a aucun souci. Il y a moyen de trouver quelque chose d'intéressant dans le domaine de la sécurité. Ça, c'est vraiment pas un problème. Après, les chiffres pour la licence, je n'ai aucune idée. Faut-il être passionné pour réussir dans ce domaine? Oui, c'est important parce que en fait, dans ce domaine, les cours nous apportent les bases, des pistes en fait. Mais on apprend énormément de notre côté en fait, en personnel. Si on veut creuser un sujet, il faut soi-même aller voir les informations, aller s'entraîner, aller faire des challenges, rencontrer des autres personnes pour apprendre à leur contact, etc. Il faut aussi aller chercher l'information. C'est un domaine où l'auto-formation est très très important. Il faut avoir la passion pour aller chercher les informations soi-même. De manière générale, est-ce que la licence CDSI est une licence compliquée à obtenir? Je ne pense pas, non. Avec du travail, comme dans toute licence, c'est possible de l'obtenir. Je ne pense pas qu'il y ait de difficultés particulières. Est-il indispensable de maîtriser l'anglais pour les métiers sur lesquels débouche la licence? Oui, je dirais oui, c'est très important l'anglais aujourd'hui, et puis surtout dans l'informatique, parce qu'en fait, énormément d'outils sont en anglais, beaucoup de documentation sont en anglais, beaucoup de sites internet sont en anglais. Et les entreprises aussi aujourd'hui recherchent beaucoup de personnes qui maîtrisent l'anglais, voilà, à un niveau minimum. Et d'ailleurs, dans ce cadre, dans le cadre de la licence, on va passer le TOEIC, donc qui est un examen d'anglais pour évaluer notre niveau, avoir un score après à la fin. Et puis lorsque l'employeur nous demandera, peut nous demander notre niveau en anglais, on peut lui présenter ce score de TOEIC et dire voilà, j'ai le TOEIC, donc j'ai un niveau minimum en anglais. Et puis selon le score, après on a voilà, les niveaux d'anglais par échelon, B1, A1, B1, C1, etc. Et voilà, on peut utiliser ce TOEIC pour prouver notre niveau d'anglais et on le passe cette année dans le cadre de la licence. De manière générale, quelles sont les matières où l'on doit exceller si l'on souhaite intégrer cette licence? Éventuellement peut-être les mathématiques, parce que en fait les mathématiques ça apporte une réflexion, en fait, une façon de penser qui est utile en fait dans l'informatique. C'est pas forcément mathématiques pures, mais par exemple apprendre voilà, l'algorithmie, comment fonctionne un programme. Voilà, il faut avoir un mode de pensée qui peut se rapprocher des mathématiques. Après, au niveau du reste, voilà, l'anglais et puis
puis c'est à peu près tout ce que je vois. Non, après on apprend au fur et à mesure de la formation. Voilà. Quels conseils pourriez-vous donner à des personnes qui souhaiteraient se lancer dans la programmation ou la sécurité informatique? Et ben, s'informer par soi-même. Sur Internet, il y a énormément de choses disponibles, de sites pour s'entraîner. Après, je sais que c'est pas facile de s'y mettre de soi-même, voilà, pour se motiver. Prendre aussi contact éventuellement avec des anciens étudiants, avec des personnes qui travaillent dans la sécurité informatique et dans l'informatique même de manière générale, pour avoir voilà, leurs conseils, leurs retours d'expérience. Voilà. Moi, quand j'ai pris contact avec la personne qui a fait la licence CDIZ, il m'a donné des conseils pour préparer cette licence, qu'est-ce que je dois étudier comme langage, sur quoi je dois m'informer, etc. Et voilà, ça c'est important, voilà, le social, voilà, de parler avec les gens, d'avoir leur retour. Et puis voilà, après chercher par soi-même, voilà, il y a énormément de sites pour s'entraîner, des petits challenges à faire, des introductions à la cybersécurité. C'est pas technique du tout au début, voilà, pour se lancer dedans, voilà, ça peut faire peur peut-être comme domaine, mais pas du tout. Voilà, il faut commencer. Et puis il y a des introductions à la cybersécurité qui sont vraiment intéressantes voilà, sur divers sites. Est-on amené à travailler en équipe en sécurité informatique et de manière générale, quelles sont les qualités requises pour travailler dans ce domaine? Alors oui, par exemple actuellement, là où je suis en alternance, je suis à la SNCF du coup à Lille, au Technicentre d'Elem à Lille. Et l'équipe est composée du coup d'un pentester et d'un responsable, d'un adjoint et puis d'une autre personne qui travaille du coup les 4 en équipe. Oui, c'est important du coup d'avoir un bon relationnel pour pouvoir aussi communiquer en fait, pas forcément aussi qu'avec l'équipe, mais avec aussi les clients ou voilà, en interne dans l'entreprise. Voilà, s'il y a un problème, eh ben, il faut pouvoir voilà, communiquer, être pédagogue avec les personnes pour leur apprendre, parce que c'est très important le social dans la sécurité informatique, et bien sensibiliser aussi beaucoup les personnes qui ne sont pas forcément de ce domaine. Et voilà, donc communiquer c'est important. Et puis la deuxième partie de la question c'était? Quelles sont les qualités requises pour travailler dans ce domaine? Je dirais la curiosité beaucoup. Enfin, c'est numéro 1, la curiosité, s'informer toujours. Un mot de vocabulaire, une notion, ben, on va voir sur internet qu'est-ce que c'est, voilà, tout le temps. Et la persévérance, voilà, dans l'apprentissage, voilà, la curiosité toujours, ne pas se dire qu'on connaît en fait. C'est un domaine qui change constamment, qui change très très vite. Et il faut faire une veille en fait tout le temps, peu importe le niveau de compétence, il faut tout le temps se mettre à jour en fait, parce que ça va très très vite. Et ce qui est acquis aujourd'hui ne le sera pas forcément demain. Les méthodes que nous on apprend là, actuellement en licence ne seront pas celles de demain. Et voilà, il faut qu'on se mette à jour tout le temps, qu'on continue d'apprendre. En fait, c'est un métier où on apprend constamment, on évolue constamment. Il faut être prêt à ça aussi, à ne pas se reposer sur ses acquis et à vouloir constamment apprendre en fait. Voilà. Quelle sera, selon vous, la place du télétravail dans votre emploi plus tard? Alors oui, ça c'est un sujet qui a été beaucoup amené avec la pandémie. Je n'avais jamais fait l'expérience du télétravail jusqu'à cette année. J'ai pu expérimenter du coup le télétravail à la SNCF cette année en début de cursus. Puisqu'actuellement, je n'ai plus. Les alternants sont obligés de venir sur place pour avoir le contact avec les équipes, ce qui est normal. Mais j'ai pu l'expérimenter au début et avec les outils qu'on a aujourd'hui, avec Internet, avec les outils de communication, les mails, les messageries instantanées, voilà, on peut très bien travailler chez soi avec une efficacité identique à une présence sur place en fait. À part les métiers évidemment où il y a besoin d'une présence sur place, où là on ne peut pas, mais voilà, dans l'informatique, c'est possible, oui.
dans certains domaines de travailler depuis chez soi sans problème avec les outils qu'il y a aujourd'hui, vraiment des réunions, etc., des conversations, on peut faire tout ça depuis chez soi en fait. Voilà. Selon vous, quelle est la place des femmes dans le domaine de la sécurité informatique? Eh ben, elles sont relativement peu présentes durant toute ma formation, depuis même le lycée. En fait, à partir du moment où on commence à spécialiser en informatique, les filles commencent à disparaître tout simplement. Il y en a de moins en moins au fur et à mesure qu'on avance aussi dans les études. Donc ça a commencé au lycée. Donc j'ai fait un bac STMG d'ailleurs, Sciences et technologies du management et de la gestion, avec une option informatique. C'était très intéressant et à partir de là, en fait, c'était donc première et terminale, les filles ont commencé à être minoritaires et ça a continué. Après, j'ai fait un BTS SEO, service informatique aux organisations. On était trois filles pour une vingtaine de garçons. Donc voilà, déjà là, on n'était plus beaucoup. Et puis après, en licence, là, j'ai fait une licence réseau et télécom il y a 2 ans. On était 2. Et puis cette année en sécurité informatique, je suis la seule. Voilà, donc on voit aussi au fur et à mesure que plus on avance dans un niveau, en fait, moins il y a de filles, parce qu'elles ne sont pas forcément encouragées à continuer, elles ne sont pas forcément encouragées déjà dès le départ à aller dans cette filière. Pourquoi, je ne sais pas, alors que c'est une filière très intéressante, il y a énormément de débouchés, surtout actuellement c'est en plein boom et il faut se lancer là-dedans, c'est des opportunités incroyables de carrière et puis de connaissances. Et voilà, je ne sais pas à quel moment les filles ne sont plus encouragées à aller dedans, mais si je peux contribuer à faire naître peut-être des vocations, ou voilà, au moins que les personnes s'informent sur l'informatique ou sur la sécurité, et ben tant mieux. Et puis ça permettra d'amener un peu plus de filles dans cette filière, parce que oui, c'est vrai que c'est effectivement très masculin, que ce soit dans les formations actuellement ou en entreprise. En entreprise, j'ai jamais travaillé, en fait dans les équipes dans lesquelles j'ai travaillé, que ce soit au niveau de mes stages ou mon alternance, il n'y a jamais eu de femme en fait. J'ai toujours été la seule en fait. Après, personnellement, ça ne me dérange pas du tout. On me pose beaucoup la question, t'es la seule fille, que ce soit en entreprise ou en formation. Est-ce que ça te dérange pas? Bah non, en fait, il n'y a pas de souci. C'est les mêmes modes de communication, c'est la même chose en fait. C'est pas un souci, voilà, faut pas avoir peur de se retrouver toute seule. Les personnes sont très très bienveillantes, vraiment. Dans le secteur informatique, j'ai jamais eu de soucis. C'est vraiment des très bonnes équipes. Une énorme bienveillance, voilà, une volonté d'accompagner et puis d'apprendre. Enfin, vraiment, j'ai jamais eu de soucis de ce côté-là. C'était vraiment, j'ai eu que des bonnes expériences à ce niveau-là. Voilà. Merci d'avoir répondu à mes questions. Et Merci. je vais maintenant laisser la place à Lise. Bonjour Valentine, j'ai quelques Bonjour. questions pour vous. Avez-vous le droit de hacker tout ce que vous voulez? Alors non, ça c'est un aspect que j'ai pas encore abordé. Au niveau du droit, c'est réglementé en fait. Dans le cadre de la licence, on a une permission de manière générale, on a une permission dans les formations pour hacker ce qui est permis en fait. On nous dit, voilà, il y a une machine par exemple, un ordinateur, vous pouvez en fait faire ce que vous voulez entre guillemets pour accéder à l'information. Là, on a le droit. Après, en dehors de ça, en dehors de la formation, non, c'est interdit, c'est puni par la loi. Au niveau pénal, c'est très strict. Il ne faut pas s'amuser avec ça. Toute tentative ou intrusion dans un système informatique, même la tentative, hein, même si on n'arrive pas à récupérer des données, mais on a pénétré dans le système, en fait, à partir de ce moment-là, ça peut être puni voilà, au niveau pénal. Donc, voilà, des peines de prison, des amendes, etc., qui sont assez élevées. C'est totalement interdit de faire ça. Donc, dans notre cadre de notre formation, on a aussi une formation en droit,
On va avoir des cours de droit qui vont nous apprendre justement le cadre juridique. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, dans quelles conditions. Et dans les entreprises, de manière générale, si on est pentester par exemple, c'est-à-dire qu'on teste la sécurité d'un système, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, à quel moment, comment il faut s'y prendre en fait pour avoir l'accord de l'entreprise, parce qu'il faut toujours avoir l'accord de l'entreprise, et définir spécifiquement les méthodes, etc. Vraiment cadrer tout ça pour qu'il n'y ait pas de risque de poursuite, etc. Si la personne nous dit vous pénétrez ce système qui est à telle adresse, et bien on fait que ça, on ne va pas chercher autre part. Les contrats sont très précis. Et c'est très très précis. Et dans le cadre personnel, pareil, on ne fait pas n'importe quoi. On a bien conscience de la moralité en fait, de la chose, parce qu'on apprend énormément de choses en licence. Rien que là, on a fait 3 semaines de cours. On a déjà appris énormément de choses, énormément de méthodes pour rechercher par exemple des informations sur une personne, pour faire du social engineering. Et ces connaissances-là, il faut bien se rendre compte que on les acquiert, mais on ne va pas l'utiliser contre les personnes lambda. En fait, c'est une éthique en fait, des hackers qui fait qu'on ne va pas se mettre à hacker n'importe où, n'importe quoi, n'importe comment, et prendre le risque de se faire prendre. Après, si jamais on découvre une faille quelconque sur un réseau Wi-Fi, par exemple, dans un restaurant ou dans un train, par exemple, eh ben, il faut le signaler donc au responsable informatique qui, lui, après, va demander les détails, demander la manière dont ça a été fait, et puis après, par la suite, le corriger. Et ça, c'est un métier à part entière, d'ailleurs. Ça s'appelle le bug bounty, donc c'est chercher en fait les failles. Et ça peut être rémunéré par les grandes entreprises, ça peut être très très bien rémunéré même pour des failles qui ne sont pas encore connues. Ça peut être quelques milliers d'euros pour des failles. Si jamais on découvre une faille sur un système, sur un site internet par exemple, un très grand site internet, et qu'on le signale, etc., dans le cadre de la légalité, on peut être récompensé pour ça. Il y a des entreprises qui font et spécialement des concours pour la sécurité en fait, de leur site ou de leur système, où ils disent vous aurez le droit, dans ce cadre-là, d'attaquer le système, de voir les failles, etc., et vous nous les faites remonter. Et voilà, il y en a régulièrement des choses comme ça avec les grandes entreprises, pas forcément qu'en France, hein, aussi beaucoup dans les pays étrangers. Ça se fait quand même beaucoup, oui. Et voilà, donc ça donne lieu à des rémunérations, et puis ou alors des remerciements, etc., qu'on peut par la suite mettre en avant sur notre CV, ou etc., mettre en avant pour notre carrière professionnelle. Est-il compliqué de ne pas passer du côté obscur en ayant toutes ces connaissances en sécurité informatique? Alors, du coup, dans la sécurité informatique, il y a 3 types de personnes, en fait, on les appelle donc les white hats, les chapeaux blancs. Donc ceux-là, c'est ceux qui ont des connaissances et qui les utilisent pour faire le bien, entre guillemets, qui utilisent ces connaissances pour défendre un site internet, signaler une faille, et par exemple, typiquement, c'est être un white hat, un chapeau blanc, c'est ne pas l'utiliser pour son compte personnel, pour ne pas récupérer d'informations, pour ne pas récupérer des noms, des prénoms, des adresses mail, des informations bancaires, tout ça. Ne pas en fait le faire pour soi-même, pour s'enrichir notamment. Après, il y a les chapeaux noirs, les black hats. Ceux-là, ils font des attaques informatiques pour s'enrichir, notamment les ransomware, les chiffrements de données avec rançon. Et ça, c'est les black hats qui hackent pour avoir de l'argent, notamment, ou des informations personnelles qu'ils vont pouvoir revendre, etc. Et puis entre les deux, il y a les grey hats. Là, c'est la frontière un peu plus floue. En fonction en fait, de ce qu'ils découvrent, la personne soit va l'exploiter pour son propre compte, soit va le signaler et faire en sorte que ce soit comblé. Ça, la frontière est un peu floue à ce niveau-là. C'est des notions qu'on nous enseigne, et puis on nous dit bien
qu'il faut rester du bon côté, que voilà, que c'est puni par la loi, et puis qu'il faut pas, qu'éthiquement en fait, hacker, il faut aussi avoir une morale et ne pas faire n'importe quoi en fait. On a énormément, enfin on a des outils très puissants entre les mains. Une fois qu'on a appris à les utiliser, c'est voilà, ça donne énormément de pouvoir entre guillemets sur les données personnelles, sur voilà, il y a moyen de récupérer énormément de choses pour son propre compte et oui, il faut avoir l'éthique nécessaire pour ne pas faire n'importe quoi. Donc c'est important, oui. Les grandes sociétés ont-elles plus de failles que les petites? Non, c'est le contraire. Les petites sociétés qui ont un petit système d'information, par exemple quelques ordinateurs, un serveur, ont beaucoup plus de failles de sécurité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un spécialiste forcément en informatique, en sécurité, qui gère le réseau, le système, et donc du coup ça donne lieu à des failles. Il y a énormément de failles possibles et imaginables, et voilà, sachant que le risque zéro n'existe pas évidemment, même dans les grandes entreprises le risque zéro n'existe pas, mais les systèmes des grandes entreprises sont beaucoup plus robustes que celles des petites entreprises. Par exemple, je ne sais pas, la boulangerie dans la rue, elle a une caisse électronique, elle a voilà, un ordinateur, et ben on peut considérer que son système sera moins sûr que la grande entreprise d'à côté, quoi. Ça c'est sûr. Parce que aussi, la sécurité informatique jusqu'à ces dernières années, en fait, aujourd'hui ça l'est moins, n'était pas considérée comme essentielle en fait au fonctionnement de l'entreprise, notamment au niveau du budget. Très peu de budget était alloué aux serveurs, à leur sécurité, à l'équipe informatique, à recruter des spécialistes. C'est recruter un spécialiste en cybersécurité quand même qui a par exemple un niveau ingénieur, ça coûte quand même relativement cher. Et il y a des entreprises qui ne souhaitent pas investir en fait là-dedans, puisqu'ils se disent bah, on ne risque rien en fait, on ne va pas se faire attaquer, il n'y a pas de risque. Donc pourquoi on investirait? Et le souci, c'est que ces dernières années, c'est beaucoup moins vrai. Toutes les entreprises risquent de se faire attaquer, de perdre leurs données, d'avoir leur production qui est arrêtée dans le cadre d'une industrie, par exemple. Et les responsables en ont de plus en plus conscience et investissent beaucoup plus à ce niveau-là. Ils investissent dans des spécialistes, ils investissent dans du matériel, dans des logiciels qui sont spécialisés, qui sont sécurisés, etc. Il y a beaucoup d'efforts de fait à ce niveau-là, dans les grandes entreprises notamment. Après, au niveau des petites entreprises, peut-être pas forcément, parce que c'est une question de sensibilisation aussi. Si une personne n'a jamais eu de soucis avec son système, elle se dit je risque rien, donc je fais rien en fait. Et puis on a eu le cas de ransomware par exemple ces dernières années qui ont paralysé beaucoup d'entreprises. Et puis à ce moment-là, on se dit mince, on aurait peut-être dû investir un peu plus tôt. Et voilà, on se retrouve bloqué. Et maintenant, voilà, les personnes se font attaquer et après coup, elles corrigent les choses. Il faudrait faire l'inverse, il faudrait anticiper. Après, voilà, c'est pas facile forcément à faire comprendre aux entreprises et aux responsables qui ne voient pas l'intérêt de la sécurité informatique, ça c'est sûr. Quelles sont les défenses mises en place par les entreprises? Alors, les défenses, ça peut être de tout type en fait. Il y a les défenses, en fait, les parades, notamment par exemple un pare-feu qui est bien paramétré, qui ne laisse pas rentrer des connexions qui n'ont pas lieu d'être, qui ne laisse pas sortir des connexions qui n'ont pas lieu d'être. Ça, c'est du paramétrage. Voilà, ça, il faut s'y connaître, il faut le paramétrer, c'est essentiel. Au niveau des applications aussi, par exemple, et des logiciels, dès leur conception, en fait, il faut intégrer la sécurité informatique, il faut intégrer, par exemple, des mots de passe, enfin des contraintes de mots de passe longs et forts, en fait, avec des caractères spéciaux, des chiffres, des lettres, etc. Il faut que les utilisateurs ne puissent pas mettre n'importe quoi comme mot de passe, comme 1, 2, 3, 4, parce que c'est un des mots de passe les plus utilisés même aujourd'hui encore, et par défaut, et on peut pénétrer un système juste en mettant 1, 2, 3, 4 voilà, comme mot de passe. Ça aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être, mais malheureusement c'est toujours utilisé. Donc ça, il ne faudrait pas que ce soit possible de mettre ça comme mot de passe. En fait, il faudrait que par défaut, les applications, que ce soit sur téléphone, sur ordinateur, en fait, interdisent de mettre ce genre de mot de passe et mettre des politiques de mot de passe en place qui sont plus ou moins complexes selon l'entreprise, en fait, puisque
Les entreprises n'ont pas non plus besoin d'un niveau de sécurité énorme dans certains domaines. Il ne faut pas non plus surcharger, surinvestir. Dans les domaines critiques, là, il faut mettre en place des mots de passe solides, par exemple, des bonnes politiques de mots de passe et de sécurité. On peut éventuellement aussi mettre en place des outils qui détectent en temps réel s'il y a une attaque, par exemple, ou quelque chose d'inhabituel sur le réseau, qui peut alerter le responsable informatique, qu'il y a telle chose qui se passe, il faut regarder, il faut gérer ça. Voilà, tout ça, ces outils, aussi, ça coûte de l'argent et il faut aussi avoir les connaissances pour les mettre en place. Et surtout, je dirais que une des meilleures défenses, entre guillemets, c'est au niveau du social, au niveau de la formation, en fait, et de la sensibilisation des personnes, des salariés. Il faut leur dire, faut leur expliquer, en fait, pourquoi on les contraint à mettre un mot de passe de 6 caractères qu'il faut changer tous les ans, et puis où il doit y avoir des chiffres, des lettres, des caractères spéciaux. Pourquoi on les oblige à faire ça, pour éviter quoi, les bonnes pratiques, les mails, comment gérer ces mails, ne pas ne pas cliquer sur une pièce jointe, par exemple, d'un mail où on ne connaît pas du tout la personne qui nous l'envoie. Ça se fait beaucoup dans les entreprises, ça s'appelle du phishing. Donc on va à la pêche aux informations, en fait. Malheureusement, c'est tout bête, mais c'est par là que rentrent beaucoup de virus dans les entreprises, en fait. Une erreur humaine toute bête, une personne qui voit un mail de la comptabilité, bonjour, vous devez cliquer sur ce lien pour faire je ne sais pas quoi. Puis les personnes, elles voient par exemple en tête du mail qui est l'entreprise, et puis ils cliquent, en fait, ils ne se posent pas la question. Et à partir du moment où on a cliqué, là, on peut faire pénétrer un virus dans l'entreprise. Et voilà, ça, il faut sensibiliser à ce niveau-là, au niveau des mails, au niveau des SMS aussi, par exemple, sur les téléphones personnels et professionnels. Il y a aussi tout ce qui est vol de matériel. Si on travaille, par exemple, sur un projet de l'entreprise, dans le train, par exemple, son ordinateur, il faut le verrouiller. Si on le quitte, il faut faire attention à ses affaires, à son téléphone, à son ordinateur, et surtout dans le milieu professionnel, parce que se faire voler un ordinateur, ça va vite, et puis au final, la personne après, s'il n'y a pas de mot de passe, par exemple, elle peut accéder à des documents internes de l'organisation, et puis voilà, ça va très vite, en fait. Voilà, il faut sensibiliser, il faut faire des formations aux salariés sur ces sujets-là, voilà, pour éviter, en fait, ça éviterait beaucoup de soucis dans les entreprises. D'intrusion, en fait, de virus, parce que c'est la méthode la plus facile, en fait, qu'on peut utiliser pour pénétrer un système. Honnêtement, c'est la manipulation des personnes pour avoir des informations. Les coups de fil aussi, par exemple, bonjour, je suis comptable de l'entreprise, j'ai besoin que vous me viriez 5 000 € sur ce compte, c'est urgent, je suis avec un client. Faites-le tout de suite, et la personne, si elle n'est pas sensibilisée et qu'elle ne se pose pas la question, et puis qu'on la presse, et après c'est des techniques de manipulation, elle peut le faire, en fait. Ça a déjà arrivé par le passé, dans des grosses entreprises, des grosses organisations, qu'une personne manipule et puis se fasse virer 50 000 € sur un compte bancaire qui n'a rien à voir, en fait, et le pirate, il se dit super, j'ai de l'argent, et puis la comptable, elle a fait une erreur, et puis il faut former pour éviter ce genre de choses, ça c'est sûr. Quel est votre point de vue sur la sécurité des données des grandes entreprises mondiales du web ? Alors, ces dernières années, on a vu à plusieurs reprises qu'il y a eu des attaques sur les grands acteurs du web. Récemment, Twitch, qui s'est fait pirater des données internes, donc notamment code source de l'application, les salaires des streamers. Ça a été beaucoup, ça a été beaucoup commenté dans la presse, on en a beaucoup entendu parler. Il y a aussi des attaques qui viennent de salariés en interne. Bon là, malheureusement, c'est un peu plus compliqué à parer, quoi, parce que si une personne veut, je sais pas, s'est fait licencier et veut en retour faire du mal à l'entreprise, et malheureusement,
Contre ça, il y a aussi des parades possibles, bloquer les accès, les autorisations, bloquer les mails de la personne, qu'elle ne puisse plus envoyer de mail en interne. Voilà, il y a des parades possibles, mais malheureusement, voilà, le risque de zéro n'existe pas. Et les grandes entreprises, parfois, peuvent aussi faire des erreurs. Et puis, il y a le côté humain aussi qui fait que, oui, ça peut arriver. Ça peut arriver que les grandes entreprises se fassent hacker, malheureusement. Il faut qu'elles mettent en place le plus de parades possible, qu'elles investissent beaucoup dans la sécurité, et puis pour diminuer ce risque le plus possible, pour que nos données personnelles, qui sont très importantes aujourd'hui, qui valent très cher aujourd'hui, soient le mieux protégées possible. Parce que les données personnelles aujourd'hui, notre nom, prénom, date de naissance, adresse mail, numéro de téléphone, ça c'est les données de base par exemple, ça vaut de l'argent en fait. Ça vaut de l'argent, ça peut valoir beaucoup d'argent. Sur le marché noir, une base de données avec, je sais pas, 1000 données comme ça, ça peut valoir de l'argent en fonction de l'entreprise à laquelle ça a été pris. Si c'est avéré que c'est vrai, eh ben, ça peut valoir de l'argent. Et voilà, il y a des personnes qui ont du temps pour faire ça et qui sont constamment en train de chercher les failles. Et voilà, il faut protéger nos données personnelles, c'est important aujourd'hui. Et aussi, pas forcément qu'au niveau du privé, mais aussi au niveau du public, des administrations publiques, en fait, notamment en France. On l'a vu aussi avec, malheureusement, tous anti-Covid, etc. Il y a eu des fuites de données au niveau de l'assurance maladie aussi, enfin, l'organisme de santé. Voilà, peut-être que ça a été développé dans la hâte à cause du contexte sanitaire, et puis que les règles de sécurité sont peut-être passées à la trappe du coup. Mais ça, voilà, il faudrait que ça n'arrive pas. Il faut vraiment que ça soit pris en compte dès le début. Et c'est très important. Il faut absolument tout sécuriser du début à la fin pour que les données personnelles, surtout quand c'est de l'ordre de la santé, c'est très très important aujourd'hui. Et il faut absolument protéger ce genre de données. Ça, c'est sûr. C'est vraiment très important, et à chaque fois qu'on voit une attaque qui a eu lieu sur un hôpital ou un système de santé, voilà, ça c'est quand même d'un autre niveau. Au niveau hacking, c'est quand même pas les mêmes données, c'est des données vraiment très personnelles. Et voilà, la sécurité, je pense, de mon propre avis, devrait être vraiment très exigeante au niveau de ces choses-là. C'est pas forcément le cas tout le temps, mais ça devrait l'être. Voilà. Comment imaginez-vous votre avenir dans 10 ans? Quel est l'avenir des hackers? Eh ben, dans 10 ans, ce sera totalement différent. Il y aura des nouveaux systèmes, il y aura des nouveaux langages qu'il faudra apprendre, il y aura des nouveaux logiciels qu'il faudra connaître, il y aura plein de choses qui vont évoluer dans 10 ans, et l'informatique, je pense, sera pas la même qu'aujourd'hui. La sécurité sera plus présente, ça c'est sûr. Oui, faudra évoluer avec en fait. Il faudra suivre, il faudra s'informer, faire de la veille, et puis voilà, suivre les actualités, évoluer dans son métier, et surtout ne pas stagner au niveau des connaissances, et puis voilà, constamment s'améliorer. Voilà. Qu'est-ce qu'un langage de programmation et lesquels sont utiles en CDI? Un langage de programmation, il en existe énormément pour des buts précis pour chacun en fait. Par exemple, actuellement, on a fait énormément de Python actuellement en CDI. On a fait du Shell, donc, qui est un langage de programmation aussi, du C aussi. Voilà, c'est des langages qui sont très, très utilisés et qu'il faut connaître dans l'informatique, je pense, qui sont à connaître. Voilà, on fait des choses qui sont relativement poussées dans le cadre de la formation, en fait, pour concevoir des programmes qu'on va pouvoir utiliser pour la sécurité informatique. On les développe soit depuis le début entièrement par nous-mêmes, soit on sait aussi énormément d'internet, de codes qui ont déjà été faits. Ça, c'est énormément utilisé dans l'informatique. On adapte en fait un code à nos propres besoins.
Et ça, voilà, ça pose pas de problème. On peut récupérer du code. Après, voilà, faut faire attention aussi au niveau des ayants droit, enfin des droits. Il faut que ce soit voilà, dans le domaine public, qu'il n'y ait pas de propriété dessus. Et après, on peut l'exploiter. Bon, là, dans le cadre d'une formation, ça ne pose pas de problème de prendre du code sur Internet et de l'utiliser. Voilà, il y a énormément de sites qui répertorient des morceaux de code qu'on peut utiliser, qu'on peut assembler pour faire notre petite tambouille. Et ça ne pose pas de souci. Après, dans le cadre professionnel, il faut faire attention de ne pas récupérer un code qui serait sous propriété intellectuelle, par exemple. Là, on n'a pas le droit de l'exploiter dans le cadre de notre métier. À des fins professionnelles, c'est interdit. Il faut avoir l'autorisation, ça c'est sûr. Y a-t-il une législation particulière pour les étudiants en CDI? Alors, dans le cadre de la licence, me semble-t-il, on a des autorisations, entre guillemets, à pirater, entre guillemets, des systèmes en interne. Ça, on a l'autorisation. Après, on n'est pas couvert si jamais dans le personnel, au niveau personnel, on hack un Wi-Fi et qu'on récupère des données. Là, ça ne nous couvre pas. Faut pas, voilà. Au niveau législatif, ouais, c'est vraiment précis dans le cadre de la licence. On s'engage en fait aussi à respecter la loi. En fait, quand on est dans la licence, on s'engage, on signe un contrat, on s'engage à ne pas pirater de système, etc., sans autorisation. C'est cadré, oui. Comment nous, particuliers, pouvons-nous nous protéger des pirates informatiques? Alors, au niveau des particuliers, il y a des choses de base comme mettre des mots de passe complexes. Voilà, ne pas mettre. Il y a des listes, il y a des listes très intéressantes, par exemple des 10 mots de passe les plus utilisés dans le monde ou en France. Et c'est très intéressant à regarder ça. On se dit, waouh, c'est pas des mots de passe compliqués. Voilà, déjà on regarde ça et on se dit, voilà, mon mot de passe, faut pas qu'il soit là-dedans, ça c'est sûr. Mettre des choses qui n'ont pas de sens pour nous. Ça aussi c'est important. Ne pas mettre par exemple notre nom, notre prénom ou notre date de naissance, parce que ça c'est typique, ou le nom de notre animal, ou voilà. Ça c'est des choses qui peuvent être récupérées par la suite avec le social engineering, avec l'ingénierie sociale. Et c'est des informations qui ne devraient pas être dans les mots de passe, elles sont trop simples en fait. Elles sont trop simples à récupérer via les réseaux sociaux où on poste toute notre vie dessus. Et si notre mot de passe, si mon mot de passe ce serait mon nom avec le nom de mon chat, on pourrait retrouver ça sur les réseaux sociaux si je postais ma vie dessus. Voilà, ce serait très simple. Donc voilà, ne pas mettre des choses qui sont trop faciles en fait à trouver, des caractères spéciaux, des chiffres, des lettres. On peut prendre une phrase par exemple qui nous plaît, et puis se constituer un mot de passe comme ça en fait unique à nous, qui n'a pas de sens d'un point de vue extérieur en fait, qui ne pourra pas être récupéré facilement si on enquête un peu sur internet sur nous. Au niveau des réseaux sociaux du coup, on nous encourage à ne pas à supprimer en fait tout simplement nos informations personnelles autant que possible. Par exemple, un exercice très simple, ça pourrait être de chercher son propre nom sur internet, voir ce qui en ressort. Personnellement, si on tape mon nom, on voit mon LinkedIn, bon, ça c'est sûr, je sais qu'il est là, et c'est volontaire. Mais voilà, on essaie tous dans le cadre de la formation, de supprimer un maximum de choses pour ne pas pouvoir être des cibles d'attaque en fait. Voilà, au niveau personnel, ne pas poster n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Voilà, ça nous est enseigné, oui aussi, on est sensibilisé là-dessus, parce que c'est important, ça peut donner lieu à beaucoup de problèmes. Et les réseaux sociaux et les données personnelles là-dessus, oui, c'est un sujet assez critique, oui. Merci de m'avoir répondu. Je vais laisser ma place à Kevin Bach, enseignant de mathématiques au collège Guillaume Budet. Merci.
Donc bonjour Valentine. Bonjour à tous. Donc je voulais rapidement me présenter. Donc je m'appelle Kevin Bach et je suis enseignant au collège Budet de Maubeuge. Donc je voulais un petit peu décrire le projet puisque vous avez eu la chance d'avoir 3 de nos élèves là qui ont pu poser des questions. Donc c'est un projet qui a été initié par la Cité des Géométries. Donc ils m'ont contacté en fait dans le cadre du projet Meet and Code pour travailler avec une classe. Donc le projet s'organise en 3 temps. Il y a une préparation avant le direct auquel vous assistez. Donc avec les élèves, nous avons décrit un petit peu le projet. Ils ont tout de suite été très, très séduits par l'idée de faire cette interview. Donc on a eu beaucoup d'engouement de la part des élèves. La preuve en est, c'est que nous avons, suite au protocole sanitaire, nous avons été obligés de restreindre le nombre d'élèves présents aujourd'hui, malheureusement. Donc on a eu beaucoup de candidats. Donc on a des élèves qui ont dû préparer des lettres de motivation pour être présents aujourd'hui. Donc nous avons préparé les questions ensemble, en classe. Nous avons sélectionné, parce qu'il y en avait énormément, nous avons dû faire un tri pour les sélectionner. Ils avaient tellement de choses à demander à Valentine. Donc ça a été la première partie du projet. La deuxième, c'est le direct auquel vous assistez. Et donc il y aura une 3e partie, donc, en collaboration avec Valentine, que nous aurons la chance d'accueillir dans notre classe, puisque nous souhaitons poursuivre ce direct d'aujourd'hui avec un travail qui sera mené avec la classe entière. Donc les élèves pourront poser les questions qui n'ont pas été posées aujourd'hui, et nous souhaiterions les sensibiliser autour d'un projet de découverte d'un langage de programmation. Donc il est vrai qu'au collège, on travaille beaucoup sur Scratch. Donc Valentine, j'en parlerai un petit peu après, mais au lycée on avance assez vite vers le langage Python, donc voilà, il serait intéressant qu'on puisse développer ça et peut-être faire une séance d'initiation au langage Python avec nos élèves. Donc ce travail se poursuivra également avec la psychologue de l'éducation nationale, donc la conseillère d'orientation, où on travaillera les différents parcours en informatique. Alors, j'avais quelques questions pour Valentine. Donc, la première, c'est qu'en 2016, il y a eu la réforme du collège. Donc, il y a eu une refonte des programmes, notamment en mathématiques. Et on a vu apparaître un domaine qui n'apparaissait pas clairement dans les programmes avant, qui est l'algorithmique. Donc, c'est à ce moment précis qu'on a dû bouleverser un petit peu notre enseignement et intégrer l'algorithmique dans nos pratiques, et notamment la découverte de Scratch, qui est un langage de programmation par bloc, donc qui permet une première prise de contact avec l'algo au collège. Et donc je voulais savoir, Valentine, quel regard tu portes par rapport à ça, c'est-à-dire qu'avant, on enseignait peut-être moins l'algorithmique. Là, le fait que ça soit clairement écrit dans les programmes et qu'on ait l'utilisation de Python au lycée notamment, qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que selon toi, c'est une réforme qui te paraît pertinente? Est-ce que si toi tu avais vécu cette réforme en étant au collège, si on t'avait appris à programmer avec Scratch, ensuite au lycée avec Python, est-ce que ça t'aurait peut-être ouvert la voie vers l'informatique, puisque tu disais tout à l'heure dans les réponses que tu avais données qu'à la base tu étais plus dans l'équitation, etc., et que ta vocation est née un petit peu après. Donc quel est le regard que tu portes par rapport à cette réforme? Eh ben, je trouve ça très bien que l'informatique soit intégrée dès le plus jeune âge, en fait. Parce que oui, c'est vrai que c'était pas le cas il y a quelques années. Personnellement, j'ai eu absolument aucune formation avant le lycée au niveau de l'informatique. Et c'est vrai que l'éducation nationale a pour volonté d'encourager ça, d'encourager d'aller dans ces métiers qui sont très attractifs et qui vont recruter beaucoup à l'avenir. Et je trouve ça très bien, voilà, de faire naître des vocations dès le début et voilà, oui, c'est vrai que d'ouvrir la voie à ce domaine-là, je trouve ça vraiment très très bien pour les jeunes. Et oui, effectivement, si jamais j'avais été formée plus tôt, enfin, que j'avais découvert ça plus tôt, peut-être que
mon parcours aurait été différent, c'est possible, oui. Parce que j'ai dû en fait aller chercher totalement par moi-même les informations, parce que c'est pas forcément, voilà, enfin, c'est compliqué l'orientation, on sait pas trop ce qu'on veut faire, on sait pas trop dans quel domaine s'engager, et ça pourrait peut-être être, ça pourrait être bien qu'on oriente beaucoup plus de jeunes dans ce milieu-là. En fait, voilà, plutôt que de les envoyer dans des autres domaines qui recrutent pas forcément autant, qui sont pas forcément, voilà, qui n'ont pas autant de débouchés, ce serait bien, ouais, de les encourager à aller plus là-dedans pour répartir un peu plus et puis faire évoluer les métiers de l'informatique et puis créer la nouvelle génération d'informaticiens en fait. Ça, ce serait bien, oui. D'accord. Donc, comme tu t'en doutes, donc en mathématiques, on souffre également un petit peu comme dans l'informatique, de toute façon, qui est une branche des mathématiques, hein, d'un manque de public féminin. On a quand même une majorité d'hommes dans le monde des maths. Ça change, hein, heureusement d'ailleurs. Est-ce que toi, tu aurais des idées de choses qu'on pourrait mettre en place dans l'éducation nationale pour qu'on puisse attirer un public un petit peu plus féminin vers ces filières scientifiques, justement? Alors oui, c'est vrai que dès le début, en fait, de manière générale, dans la croyance populaire, on n'oriente pas forcément. On dit que les mathématiques c'est très difficile, que c'est un domaine très pointu, très scientifique, et que du coup les filles ne sont pas encouragées à aller là-dedans. Il faudrait que ça change et comment faire, sensibiliser, former déjà les enseignants. Les enseignants, j'ai des responsables pédagogiques, mais au niveau des lycées collèges, c'est les CPE, les conseillers d'orientation aussi beaucoup à former ces personnes-là en fait qui sont dès le début en contact avec les élèves, les former eux à ouvrir des possibilités dans l'informatique parce que ils en parlent pas en fait. Ils orientent beaucoup dans des choses très générales et je pense que de manière générale, ils promeuvent peut-être pas assez l'informatique. Je ne sais pas, actuellement, ça fait plusieurs années que je ne suis plus... voilà, non, que je ne suis pas à ce niveau-là, mais voilà, peut-être les former eux et puis former les enseignants aussi, notamment de mathématiques, à promouvoir ça et puis à faire des petits exercices, à montrer ce que c'est et puis voilà, ça va, après ça va suivre dans l'enseignement, ça va suivre après au niveau du supérieur, etc. Et voilà. Très bien. Bien, merci beaucoup Valentine pour ce projet qui... Voilà, les élèves étaient ravis de pouvoir travailler. Le projet n'est pas terminé, donc nous attendons le moment où tu pourras venir dans la classe pour le poursuivre. Donc merci Valentine, merci la Cité des Géométries, et puis merci au projet Meet & Code.